Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Émulsion, l'émission qui parle des recettes de fabrication de la littérature jeunesse. Un challenge, oui, cela pourrait être vu comme un challenge. À notre époque où nous sommes tous happés par les écrans et l'information en continu, des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, parviennent encore et toujours à capter notre attention et à faire rêver les jeunes ou les moins jeunes par le biais du documentaire. C'est le propos de notre émulsion du jour. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Très féminin aujourd'hui pour Émulsion. Jessie Magana, vous êtes actrice. Non, actrice, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être on le verra dans votre facette tout à l'heure. Mais en tout cas, vous êtes autrice jeunesse de fiction. On peut citer par exemple Des cailloux à ma fenêtre. Je vois que vous avez le bouquin devant vous, dont l'action se passe sur l'île de Sein pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous êtes aussi autrice de documentaires et dont le dernier vient de paraître. Il s'intitule Atlas, d'où vient la France? Vaste question. Florence Pinault. Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions santé, pharma, biotech. Et puis depuis une dizaine d'années, vous écrivez des documentaires jeunesse, des documentaires sur des sujets plutôt scientifiques. Et vous collaborez aussi au journal Éléphant Junior, une revue de culture générale qui s'adresse aux 9-13 ans. Et puis bien sûr, pour parler avec nous, Isabelle Péourtic, vous êtes gâtée, vous avez deux de vos autrices aujourd'hui avec vous. Oui. Vous êtes directrice éditoriale de Actes Sud et donc Actes Sud Junior, département junior, jeunesse, oui. Seulement junior. Mais c'est déjà énorme comme département. Et on va rentrer tout de suite dans la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une bonne recette pour le documentaire? Il faut un sujet déjà au départ. Il faut un auteur ou une autrice pour donner son point de vue, pour aller chercher un peu ce qu'il a envie de dire sur ce sujet-là. Et qui sache aussi le traduire en termes intelligibles, le vulgariser quand c'est un sujet scientifique ou un sujet un peu compliqué. Il faut un illustrateur ou une illustratrice, ou alors quelquefois un photographe, hein, ça arrive aussi, on peut travailler avec des photographes. Et puis il faut une équipe éditoriale pour s'occuper. Faire le liant. Voilà, c'est ça. C'est comme dans une cuisine. Hein, il faut une équipe de cuisine. La sauce prenne. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la frontière du livre, de l'album et de l'imagier, le documentaire? Oui, de plus en plus. Alors effectivement, il y a une quinzaine d'années, une quinzaine ou une vingtaine d'années, le documentaire était beaucoup plus marqué. Il y avait un code du documentaire. Il y avait plus de photos en général, il y avait un peu d'illustration, mais en général c'était plus de la photo. Il y avait des encadrés, il y avait c'était très marqué. Il y avait des flèches pour indiquer où il fallait regarder, avec des légendes. C'est peut-être plus scolaire finalement. Un petit peu plus, oui. On approchait plus du parascolaire. Et puis petit à petit, ça a évolué beaucoup vers l'album, effectivement, où on a eu envie de faire des documentaires qui soient aussi intéressants que beau à regarder et qui donne aussi aux illustrateurs un terrain pour s'exprimer, pour s'approprier un sujet. Et c'est vrai que les illustrateurs ont vraiment joué le jeu parce qu'ils ont au début, ils disent ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de travailler là-dessus. Et puis finalement, ils ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient aussi dire des choses qui n'étaient pas forcément redondantes avec ce qui était dans le texte et qui apportaient une autre lecture. Et alors, à quel âge on lit des documentaires? Est-ce qu'il y a un âge qui est plus propice? Alors, ce qui est intéressant avec le documentaire, c'est qu'on peut le lire dès qu'on sait lire. Et qu'on peut le lire jusqu'à la mort, quasiment. Parce qu'on apprend toujours des choses et on s'aperçoit... Alors moi, j'ai toujours beaucoup de mal on nous demande, pour des raisons commerciales, pour des raisons de diffusion, de donner des tranches d'âge indicatives. Et c'est toujours pour moi un peu une torture parce que je ne sais jamais quoi dire, parce que je conçois le documentaire pour être lu de manière interactive, intergénérationnelle. Les parents avec les enfants, ou les grands-parents. Les prescripteurs avec les profs, avec les élèves, les documentalistes avec les élèves. Enfin voilà, j'ai envie que ces documentaires soient des livres partagés. Et du coup, effectivement, la question de l'âge... Et à partir de quel âge vous avez des documentaires? On sait lire et où on a un vocabulaire suffisant, parce que certains... Alors après, on adapte un peu selon les tranches d'âge. Mais quand on a à partir de 9 ans, 8-9 ans, si on est un lecteur, si on a un vocabulaire suffisamment large, on peut vraiment aller dans des notions relativement compliquées. Et puis Florence, qui est là, me démentira pas sur ce point de vue-là. Et alors, est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons qui lisent des documentaires? On le sait, ça? Je ne sais pas on n'a jamais vraiment fait d'études sur ce sujet-là.
Après, ça dépend aussi, je pense, des sujets qui sont évoqués, mais je pense que c'est un peu... moi, je regarde un peu, notamment quand Montreuil a lieu en vrai. Je regarde un peu les enfants qui s'y intéressent, parce que moi, ça m'intéresse aussi de voir ça. Et en fait, non, il y a c'est pas vraiment genré. C'est des enfants qui sont curieux. C'est un type d'enfant particulier. C'est pas forcément des enfants qui aiment lire des romans, de la fiction. Des enfants qui aiment bien poser des questions, qui aiment bien, qui s'intéressent vraiment qui ont une curiosité quasiment scientifique, mais pas seulement, parce que ils peuvent s'intéresser aussi à l'histoire, ils peuvent s'intéresser à plein d'autres sujets, mais ils ont une curiosité naturelle. Ils peuvent même s'intéresser aux recettes de cuisine, parce que j'ai vu que vous aviez apporté un livre de recettes de cuisine, et là, la partie documentaire, alors elle apparaît comment ? C'est un livre qu'on avait édité il y a une quinzaine d'années maintenant, qui s'appelle Le Petit Ziryab, recettes gourmandes du monde arabe de Farouk Mardambey, qui accessoirement est éditeur chez nous, chez Actes Sud, de la littérature du monde arabe. Voilà. Et donc, dans ce livre, ce que j'aime dans ce livre, moi, c'est qu'il y a des recettes, certes, alors les recettes classiques, connues ou moins connues du monde arabe, mais il y a aussi tout un tas d'anecdotes et de renseignements sur les ingrédients. Par exemple, là, je tombe sur la page où il y a l'anis. Donc, on raconte effectivement comment est utilisé l'anis dans la cuisine, quelles propriétés on lui attribue, d'où il vient. On voit aussi que tous ces ingrédients ont beaucoup voyagé eux-mêmes. Ils n'étaient pas forcément, ils se sont répandus tout au long de l'expansion du monde arabe. Et puis il y a plein d'histoires autour de la culture aussi, de la manière dont ces plats sont consommés, préparés, et comment cette tradition se perpétue. Donc on reviendra tout à l'heure, évidemment, vous nous donnerez d'autres exemples de livres qui sont édités chez Actes Sud Junior. Et on va partir maintenant en cuisine avec vous, Jessie Magana, et on va peut-être s'attaquer tout de suite à votre portrait à travers ces facettes, ces différentes facettes. Alors, ma première facette, c'est mon métier d'autrice. J'écris des livres pour les enfants et pour les adolescents, essentiellement des documentaires, c'est-à-dire des livres qui expliquent le monde, ou des romans, c'est-à-dire des livres qui racontent des histoires. Ma deuxième facette, c'est mon premier métier. J'étais éditrice et j'ai commencé par là, puisque quand j'étais petite, j'adorais lire. Et quand j'ai réfléchi à quel métier je pouvais faire pour lire des livres toute la journée, je me suis dit que le métier d'éditrice, c'était parfait, parce qu'on lisait les livres des autres, avant même qu'ils soient publiés. Mais en fait, secrètement, j'avais toujours eu envie d'écrire mes propres livres, mais j'osais pas. Alors, ma troisième facette, c'est les révoltes. Parce que si vous regardez un petit peu les livres que j'ai écrits, ce sont des livres qu'on appelle des livres engagés. C'est-à-dire que ce sont des livres qui luttent contre des injustices. Moi, je vois autour de moi beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans le monde. Mes deux grandes révoltes à l'heure actuelle, c'est l'égalité entre les filles et les garçons. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de stéréotypes, c'est-à-dire des clichés qui sont attachés aux filles et aux garçons et qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Et puis la deuxième révolte, c'est l'attitude qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui viennent d'ailleurs. Donc souvent, quand je rencontre des élèves dans les classes, j'ai l'habitude de demander « Et vous, qu'est-ce qui vous révolte ?» Alors au début, ça les étonne un petit peu. Et puis après, on essaie de réfléchir ensemble à ce qui nous paraît vraiment injuste pour nous, mais surtout pour la société en général. Et au final, on arrive à plein de révoltes. Donc j'aimerais bien savoir aussi, vous qui me regardez, quelles sont vos révoltes. Alors, ma quatrième facette, c'est un souvenir d'enfance que j'ai envie de partager. Quand j'étais petite, avec ma sœur et des copines, on avait inventé une société secrète. Et on s'appelait les Hirondelles Amazon. Et donc, vous voyez, déjà l'envie de s'évader et déjà l'envie de se révolter. Les Hirondelles Amazon, c'est tout un concept, ça ? Oui, je pense que ma sœur va être ravie que je révèle ce secret ce soir. Bon, en tout cas, vous êtes révolté, mais vous paraissez tellement calme. C'est comme ça aussi dans vos livres. Enfin, faut le lire entre les lignes, alors. Alors, effectivement, la révolte, elle est là, elle boue beaucoup, hein, mais il faut savoir aussi la canaliser.
Et c'est un petit peu l'objet des livres que j'écris. C'est moi, quand j'étais petite, j'étais une petite fille qui était très révoltée contre beaucoup d'injustices et je m'énervais beaucoup contre les gens qui disaient des choses à table, par exemple lors des dîners de famille ou dans la cour de récré. Voilà, ça m'énervait beaucoup et en fait, j'ai appris que s'énerver par rapport à des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, ça sert pas à grand chose. Donc il faut essayer d'avoir une petite prise et cette petite prise, c'est les livres que j'écris parce qu'on va essayer de réfléchir à pourquoi ces phénomènes qui nous révoltent existent et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans quel livre ça passe cette révolte? Alors j'essaye de les faire passer dans tous mes livres. Tous les livres? Oui. Parce que je considère qu'en fait, il y a deux types de livres de documentaires, si vous voulez, que j'ai envie d'écrire en tout cas. Il y a des documentaires qui sont spécifiquement sur un sujet, l'égalité entre les filles et les garçons. Par exemple, j'ai écrit un livre sur le sexisme pour les adolescents, ou la lutte contre les préjugés. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riposte, comment répondre à la bêtise ordinaire, chez Actes Sud, en documentaire également. Mais je considère que on aura gagné quand mes livres, en tout cas, les miens, parce que je ne vais pas donner de leçons aux autres, mais en tout cas, quand tous mes livres essaieront de réveiller un petit esprit critique chez le lecteur ou la lectrice, et essayeront de faire en sorte qu'on s'interroge sur le monde qui nous entoure, nos représentations. Donc, si je prends l'exemple du dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Atlas d'histoire, d'où vient la France. Dans ce livre, en fait, on parle de l'histoire de France, donc on peut se dire, bon, de toute façon, l'histoire de France, elle est connue, elle n'a pas bougé, elle est figée dans le temps, elle est nouveau. Voilà, on a une conception de l'histoire qui est une conception très figée, alors que l'histoire est vivante. Mais justement, on s'est interrogé à chaque page en nous disant, qu'est-ce que les enfants peuvent percevoir d'une période, par exemple la Révolution française. Ok, ils ont une vague idée, peut-être la prise de la Bastille, etc. Et puis les représentations qu'ils en ont, ce sont essentiellement, par exemple, des hommes, puisque les grands hommes sont restés masculins essentiellement dans l'histoire, puisque les femmes ont été invisibilisées. Donc l'idée, c'est qu'à chaque page, on s'interroge pour se dire comment on peut faire pour essayer d'infléchir cette représentation-là et montrer que les femmes aussi ont joué un rôle dans l'histoire. Alors on ne tord pas l'histoire, on raconte l'histoire de France. L'histoire de France, elle s'est déroulée d'une certaine manière, elle est sujette à caution, elle est sujette à interprétation aussi, parce qu'elle n'est pas monolithique. Mais on essaie de s'interroger aussi sur les forces qui ont soutenu tout ça et les personnes qui l'ont fait au quotidien. Donc les personnes qui l'ont fait au quotidien, c'est aussi beaucoup les femmes, c'est aussi le peuple tout simplement, les travailleurs, les paysans, et puis les personnes qui venaient d'ailleurs aussi. Donc voilà comment ça peut transparaître aussi dans n'importe quel sujet finalement. Et finalement, cet atlas, il est très politique. Ah, complètement, oui. Former les citoyens de... Oui, c'est un petit peu c'est notre ambition, en tout cas. C'est-à-dire, c'est vrai que souvent l'histoire, elle est perçue un peu par les enfants comme quelque chose de désincarné, et puis de lointain, des dates à apprendre, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. L'idée, c'est d'essayer de comprendre finalement que tout le passé, il a été fait par des hommes et des femmes, comme nous, tout simplement, et que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, en sachant ce qui s'est passé dans le passé, on peut imaginer que peut-être on peut essayer d'infléchir le présent. On peut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui n'était pas bien en telle année. Voilà, par exemple, il y a eu déjà des grandes épidémies qui ont eu lieu dans l'histoire. Comment on les a traitées, ces grandes épidémies, comment elles ont été aussi parfois révélatrices de crises très très importantes. Je pense à la grande épidémie de peste de 1347. Elle frappe le Royaume de France à un moment où le Royaume de France est en pleine guerre de 100 ans. Donc un moment de crise absolument phénoménal. Et comment finalement la société a réussi à sortir de cette crise-là. Ça permet aussi de comprendre aujourd'hui ce qu'on vit et puis peut-être d'essayer d'en tirer quelques leçons. Alors on sait que c'est difficile de tirer des leçons de l'histoire. Ouais. Enfin, en tout cas, il a été édité avant l'épisode qu'on connaît maintenant. Alors on l'a terminé en plein confinement. Voilà. Et donc évidemment, on s'est posé la question est-ce qu'on va en parler ou pas ? Est-ce que c'est le moment qu'on vit ? Est-ce que c'est un moment historique ? Ça, c'est une grande question qu'on s'est vraiment posée et qu'on continue à se poser. Et j'ai l'habitude de dire que c'est impossible de savoir si c'est un moment historique parce qu'on est en train de le vivre dans le présent. Mais je crois quand même qu'on peut déjà un peu le mesurer. On peut mesurer qu'effectivement, c'est le premier confinement à l'échelle de l'humanité, par exemple. Ouais. Mais on ne peut pas savoir si dans 6 mois, il n'y aura pas quelque chose qui va encore plus bouleverser
la donne. Ouais. Donc c'est impossible de savoir si véritablement ce moment-là va rester dans l'histoire ou pas. Et donc oui, je voulais revenir sur cette notion d'engagement de Jessie Magana. Vous, en tant qu'auditrice, c'est vraiment important pour vous de faire appel à des auteurs ou des autrices qui vont comme ça traiter de problèmes contemporains et qui vont s'adresser aux jeunes pour leur apporter peut-être un message aussi. Oui, alors bon, je dirais pas que nous, on est un éditeur engagé, mais enfin quand même, si. C'est-à-dire que s'intéresser au monde dans lequel on est, et l'histoire, c'est aussi s'intéresser au monde dans lequel on est, parce que c'est effectivement l'histoire qui nous a fait arriver jusque là où on est. C'est forcément, on a forcément une posture engagée. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Moi non plus, j'ai aussi moi des révoltes. J'ai aussi, voilà, je suis un peu comme Jessie aussi. J'aime pas les injustices et ça m'a toujours beaucoup travaillé. Mais au-delà de ça. Dans les livres qu'on édite, on a une responsabilité. On est là aussi pour que les enfants, les adolescents s'ouvrent l'esprit, sortent d'une vision qui peut-être est monolithique de ce qu'ils vont trouver en regardant des chaînes d'information continue, par exemple. Ou en écoutant ce qui se dit dans la cour de récré, ou en écoutant tel ou tel copain. Voilà, donc on a vraiment besoin de leur donner d'autres points de vue et de leur donner des outils pour comprendre, pour critiquer, pour être... Ou revenir sur des valeurs ou des droits qui ont été acquis. Vous avez sorti récemment ce livre sur Victor Hugo, par exemple. Enfin, vous remettez aussi peut-être... en lumière. Oui, alors Victor Hugo, on a une collection qui s'appelle Ceux qui ont dit non, dont Jessie est une des autrices aussi. Et on a eu envie donc c'est une collection de romans historiques où on parle chaque fois d'un personnage et puis de ce contre quoi il a combat finalement. Son combat. Ouais. Donc Victor Hugo, c'était un des premiers. Donc Muriel Zac avait écrit Victor Hugo dit non à la peine de mort. Et on a eu envie de décliner cette collection en BD. Donc là, on a une première tentative. Donc c'est illustré par Sébastien Vassan. Et ça permet de raconter les choses un peu de manière différente. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus visuel, forcément, puisqu'on est dans la BD. Et ça permet aussi de faire entrer les enfants qui ne sont pas forcément des lecteurs de romans, de textes longs, dans une thématique et dans un combat. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de diversifier les supports, de donner vraiment accès à tout le monde. On a envie que tout le monde lise, oui, ça, oui, mais aussi trouve de quoi... de la matière, vraiment de la matière sur laquelle s'appuyer, sur laquelle rêver, se révolter, vivre. Oui, et ça passe aussi par la matérialité du livre, parce que là, par exemple, Atlas, c'est un grand format. C'est important aussi pour vous l'objet en tant que tel, et puis ce qui est à l'intérieur, évidemment, pas seulement le texte. Alors c'est vrai que chez Actes Sud il y a une attention très très forte à la forme autant qu'au fond, et là je dirais qu'en fait dans ce livre-là la forme et le fond sont pensés de pair, c'est-à-dire que vous avez toujours une carte qui est associée. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Non, ça va comme ça, c'est bien. Donc vous avez toujours une carte en bas en fait, et le texte en haut, et donc la possibilité de lire comme avec un lutrin quelque part, vous êtes comme ça pour lire, et donc il y a toujours un aller-retour entre le texte et la carte, ce qui permet de vraiment déployer la carte dans toute sa splendeur, pour vraiment la voir en pleine page. Et puis un livre, il est là aussi pour apporter du recul sur la société qu'on vit, sur la société d'aujourd'hui. Il est là aussi pour effectivement nous faire sortir de l'immédiateté, il est là pour nous faire sortir du règne de l'opinion, il est là pour nous faire penser par nous-mêmes. Et l'objet sert à ça aussi, c'est-à-dire que quelque part il y a une mise à distance aussi par l'objet qui fait qu'on n'est pas dans l'immédiateté à être sur son téléphone à vouloir répondre tout de suite sur un réseau social. On est sur quelque chose qui nous fait réfléchir, qui est sur le temps long, qui est un objet qu'on pose, qu'on reprend, qu'on s'approprie. Et
pour moi, j'ai travaillé un petit peu au début de ma carrière en fait dans les nouvelles technologies et je suis revenue au livre parce que je pense qu'on a fondamentalement et peut-être encore plus aujourd'hui besoin de ce recul-là et besoin d'avoir des outils qui nous permettent de réfléchir et de mettre le monde à distance. Oui, et puis il doit être encore une fois peut-être attrayant. C'est important les couleurs, Oui, l'idée c'est quand même de donner envie déjà, donner envie d'acheter parce que on est quand même, on est quand même un peu voilà, on est des commerçants quand même. Ouais. On a envie que nos livres soient achetés. Et attirer et on a envie que les lecteurs aient envie de les ouvrir, de les feuilleter, d'y revenir. Alors, ce qui est intéressant dans l'Atlas, c'est qu'il y a plein de petites scénettes, de petits personnages partout sur les cartes et qu'il y a une foultitude de choses à voir et à comprendre et même moi qui ai édité le livre, j'ai pas voilà, de temps en temps je l'ouvre et puis je dis ah oui tiens j'avais pas vu ça. Il y a plein de choses qu'on découvre. Il y a beaucoup de détails, au fur et à mesure. Sur l'âge, vous posiez la question de l'âge tout à l'heure. Ce sont des livres qui peuvent se lire à tous les âges parce que finalement il y a tellement de détails que même un enfant de 3-4 ans il va se plonger dedans et il va être complètement immergé dans cet univers et regarder tous les petits détails. Et même si effectivement il n'est pas en capacité de lire le texte, voire même de tout comprendre, et ben il sera complètement immergé dans cet univers. Oui, tout à fait. Et pour les plus grands, on révise aussi, donc c'est parfait. Est-ce que, enfin, je vois par exemple Florence Pinault, vos couvertures sont très belles. Enfin, pour vous, c'est important aussi. Bon, vous vous occupez évidemment du texte, mais là, la couverture que vous avez devant vous, Entre deux infinis ou la mer, ce sont des illustrations qui sont très belles. C'est important aussi. C'est très important, oui, effectivement. Quand je découvre le travail de l'illustrateur, ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit pour les revoir. La première fois que je les avais reçus, tellement je trouvais ça beau et j'en revenais pas que mes textes qui sont un peu scientifiques et qui expliquent quand même avec des formes et sans être difficiles à lire, mais qui expliquent des notions parfois un peu complexes, comment est-ce qu'elles ont pu susciter l'imagination d'images aussi colorées, aussi simples à appréhender, aussi drôles ou aussi belles. Oui, parce que, alors vous, pour le coup, les sujets que vous abordez sont plutôt très scientifiques. Et on va tout de suite écouter une question mystère, et c'est le jeune Gaspard qui va vous la poser. Florence Pinault. Bonjour Florence, je voudrais savoir comment vous choisissez vos différents sujets dans vos livres. Merci. Au moins, c'est une vaste question, mais oui, mais c'est une question de départ. C'est une question de départ essentielle, effectivement. Alors, je choisis mes sujets parce qu'ils m'intéressent. Je dois bien avouer, parce que parfois, ce sont des questions auxquelles j'ai envie de répondre. Par exemple, un livre que j'ai fait avec Isabelle et donc sur lequel c'était peut-être un peu compliqué au début de voir ce qu'on allait faire, s'appelle La guerre secrète des microbes. Et c'est un livre qui répond à une question que je me posais quand j'étais petite et je me disais, mais c'est quoi ces bestioles minuscules qui me font mal? J'imaginais qu'elles avaient des dents, des griffes. Et mes parents qui sont médecins me disaient, non, c'est des petits trucs ronds, mous et c'est transparent. Je disais, non, mais c'est pas possible. Un petit truc rond, mou et transparent ne peut pas me faire mal comme ça. Mais si. Ils disaient, si, c'est un petit truc rond, mou et transparent. Non, mais c'est tout petit et ça se voit pas. Donc, en tout cas, il est d'actualité ce livre. Il est très d'actualité. Malheureusement et heureusement pour vous, éditrice, puisqu'il oui. Alors en fait, il date d'il y a 2-3 ans. Je ne sais plus exactement. 4 ans même. Hein. Oui. Alors c'était monitoire, on peut dire. Hein, malheureusement. Bon. Et effectivement, c'est un livre qui explique ce que sont ces microbes, qu'est-ce que c'est, à quel point c'est petit. J'essaie de montrer un petit peu à quel point c'est petit en faisant des équivalences, parce que je trouve très important de faire des équivalences pour que le lecteur qui ne connaît pas le sujet, comme moi je l'ai été au début de mon enquête, arrive à se dire « Ah oui, d'accord !» et arrive à imaginer quand même ce que c'est. Parce que là, excusez-moi, mais il a quel âge le lecteur qui lit Oh, il a 8-9 ans. Mais c'est vrai qu'il arrive que les parents me disent « Ah mais moi je l'ai acheté » et quand ils sont malades, même à 6 ans, ils lisent un peu, je leur lis un peu. Comme à chaque fois dans les bouquins Actes Sud, on fait des petits paragraphes dans lesquels on peut picorer. Ça permet chacun trouve son compte. Voilà, chacun va avoir différents niveaux de lecture, va dire tiens, je vais relire, je sais pas, le virus qui fait mal au ventre ou le virus qui s'envole. Enfin,
des choses, comment se déplacent les parasites à dos d'insectes et qui deviennent le virus Zika, donc, qui est dans la bouche du moustique. Voilà. C'est important pour moi que l'enfant ait le temps, mais qu'il puisse, comme moi, quand j'ai lancé cette enquête, j'ai été contente, j'ai eu le plaisir de répondre enfin à ma question, à quoi ça ressemble, et de pouvoir montrer, il m'arrive de faire des ateliers avec de la pâte autodurcissante, de la pâte Fimo, pour leur montrer que voilà, une bactérie, c'est une boule avec des petits picots qu'on appelle des pili parce qu'elles se collent les unes aux autres, ou alors elles peuvent rester collées les unes aux autres et ça devient un streptocoque, on dirait un peu un collier. Plusieurs coques collées les unes aux autres. Collier pas très sympa, mais un collier quand même. Voilà, c'est pas très sympa, mais ça fait qu'une bestiole avec 10 têtes différentes. C'est bizarre, c'est 10 bactéries qui sont en fait les sœurs les unes des autres, et elles se sont collées, elles sont restées collées, puis elles avancent ensemble. En tout cas, je parlais dans l'introduction de challenge en termes de documentaire. Vous en avez eu un gros, je pense, avec votre livre Entre deux infinis, parce qu'il faut se mettre quand même à hauteur à la fois d'enfant et puis devant cette immensité. Comment arriver à retranscrire c'est pas évident quand même. Je pense que celui-là, pour répondre à Gaspard. Ouais. Merci Gaspard, oui, pour sa question. Oui. Celui-là, en fait, c'est un livre qui répond aussi à une question où j'étais un peu plus grande. Quand j'étais ado, pré-ado, je me souviens, c'était des vacances en Allemagne, parce que j'avais fait allemand première langue. Donc j'avais ces vacances où on apprend l'allemand. Et j'avais regardé le ciel avec des copains, et je me disais, mais c'est pas possible, ça va plus loin, de plus loin, du plus loin, et encore plus loin, mais à quel moment ça s'arrête? Je m'étais vraiment posé la question de l'infini, l'infiniment grand surtout. Plus tard, je me suis aussi beaucoup intéressée à l'infiniment petit. J'aime beaucoup l'infiniment petit, peut-être à cause du livre Microbe, ouais. Sans doute. Et j'ai eu envie d'expliquer jusqu'où ça va. En fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Ok, pourquoi il n'y a pas de réponse à cette question? Et puis, comment est-ce que je peux arriver, moi, quand j'ai 13 ans ou 12 ans, ou maintenant quand j'en ai beaucoup plus, à me faire une idée de ce que c'est, de ce que ça pourrait être. Voilà, donc ça répond aussi à une question d'ado et j'ai réussi. En tout cas, la manière dont j'accompagne le lecteur, c'est de lui dire à chaque dimension, planète, astéroïdes qui sont des petits corps de l'espace, puis planètes, et puis les étoiles comme le Soleil qui sont plus grandes, et puis les galaxies, et puis les systèmes solaires, puis les galaxies, et puis l'univers. À chaque fois, à la fin, je fais un petit paragraphe qui dit « oui, mais moi, dans tout ça », et j'essaie de donner des équivalences un peu marrantes, un peu pour faciliter. Si toutes les cellules de mon corps étaient grandes, ou si tous les atomes de mon corps étaient grandes comme des cellules, par exemple, à quel point je serais aussi grande que la distance qui nous sépare de la Lune. Et voilà, j'essaie de donner des petites idées pour qu'on ait des repères pour qu'on voit à quel point c'est grand ou à quel point c'est petit, et qu'on puisse se dire un petit peu qu'à chaque pas dans ce voyage de dimension, il y en a 9 dans le bouquin, en grand et en petit, ah oui d'accord, on est, alors bien sûr très vite on peut plus vraiment imaginer, mais avec des équivalences, avec des exemples, avec des images, et puis avec des images du livre, effectivement, on arrive à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se balader comme ça dans ces dimensions sans se perdre et sans avoir l'impression qu'il faut absolument avoir été très très bon en sciences pour suivre. Et puis alors, pardon, je vous laisse terminer. Moi, j'étais pas très bonne en sciences à l'école. Ouais. J'aimais bien, j'avais un frère qui a fait ingénieur et qui aimait bien me parler beaucoup des choses scientifiques, donc j'ai quand même... On a du mal à vous croire quand même quand vous dites que vous n'étiez pas très bonne en sciences. Je ne sais pas pourquoi, mais je doute un peu là. Non, mais à l'école en tout cas, non, j'étais pas très bonne. Vous êtes bien rattrapée depuis. Voilà, mais c'est vrai que quand je me lance de l'espoir à beaucoup d'enfants. Quand je me lance dans un sujet, au début, je me rends compte que mon mari en sait plus que moi. Pourtant, il est journaliste économique, franchement. Mais souvent, il en sait plus que moi. Je lui dis, tu sais, j'ai vu ça, les astéroïdes, ça veut dire ça. Il me dit, oui, je sais. Mais moi, je ne savais pas il y a 3 mois, mais même il y a une semaine, je ne savais pas. Donc non, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'édition jeunesse, c'est que je découvre les sujets. Et puis, vous écrivez aussi sur... vous avez aussi des thèmes très engagés comme l'écologie. Ça, c'est le livre que vous avez sous les yeux, Sous la mer. Alors, La vie sous la mer, plus que ça parle aussi un peu d'écologie parce qu'effectivement, il est important pour moi de préserver
ce monde aquatique qui est immense, bien plus grand que le monde terrestre et auquel on ne fait pas assez attention du tout. Tout ce qu'on jette dans une rivière, ça finit dans la mer, on oublie ça. Et là, ce qui m'a intéressée, c'était aussi un peu un rêve d'enfant. J'ai grandi au bord de la Méditerranée et j'aimais beaucoup aller sous l'eau. Et je me disais, un jour, j'aurai une maison, là, à 3 mètres de profondeur. Et puis, je verrai les poissons qui passent. J'adore les poissons, je ne sais pas pourquoi, mais le monde des poissons me fascine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, certains hôtels de grand luxe, dans des îles privées paradisiaques, avaient commencé à ouvrir des suites au 2e ou 3e sous-sol qui donnaient sur la barrière de corail. Donc en gros, on sort du lit, on ouvre ses rideaux sur et on est sur la barrière. Les coraux. Voilà. D'accord. Et je me suis dit, eux, ils ont compris, il faut avoir... J'ai eu envie de savoir comment est-ce qu'on en était arrivé là, est-ce qu'il était possible de vivre sous la mer. Donc j'ai suivi un peu la saga qui nous mène sous la mer. Et assez rapidement, j'en viens quand même à parler un petit peu de, oui, aller sous la mer, c'est sympa, mais sous la mer, on commence à voir du plastique dans les abysses, et il y a quelque chose qui donc vous dérape, quoi. Donc il faut quand même qu'on fasse attention. Voilà. Il faut quand même qu'on fasse attention. Vous alertez, vous tirez un peu la sonnette d'alarme. Je trouve ça important. Et vous l'aviez fait d'ailleurs aussi dans votre livre sur le droit des animaux. Oui. Il n'est pas là, je crois pas, mais vous aviez aussi... Oui, c'est un livre qu'on avait édité il y a 5-6 ans et qu'on a réédité. Donc à l'époque, il s'appelait « Respecter les animaux ». Et l'idée, c'était de dire, je me suis posé la question de façon aussi très naïve sur, quels sont nos rapports avec les animaux et pourquoi on n'est pas toujours sympa avec eux, comment on se comporte avec eux. Parce que j'ai toujours aimé les animaux et j'ai toujours été vraiment révoltée par la façon dont on traitait les animaux. Sans être ni militante, ni connaître vraiment cette cause, je ne la connaissais pas. Je me suis plongée, comme d'habitude, dans mon enquête avec un peu un regard d'enfant. Et j'ai découvert des tas de choses que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup réfléchi à ça. Dans mes bouquins, il y a quelque chose qui doit me venir de mon côté journaliste. Je tiens à ne pas prendre trop parti et à dire, moi je donne les infos. Après, franchement, je vous laisse faire votre idée. A priori, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes que j'ai relativement confiance dans ce qu'on peut en penser. Mais j'ai pas intérêt à dire il faut penser ça. Et puis j'ai pas envie, je crois. J'ai vraiment pas envie de dire ça. Par contre, j'ai envie de donner les infos et après, vous avez de quoi penser le monde par vous-même. Le monde, il est passionnant. Il est passionnant de regarder le monde sur ce qui nous cache, en fait. C'est beaucoup plus intéressant de voir ce que le monde nous cache parce que c'est des dimensions immenses ou minuscules, parce que c'est des faits qui ont été pas trop racontés dans l'histoire, ou parce que c'est compliqué, c'est un peu chimique, c'est un peu magnétique, c'est un peu la gravité, c'est un peu... En comprenant un peu comment ça marche, en allant dans les coulisses des choses, des acteurs du monde, on arrive à penser le monde par nous-mêmes. Et là, on se sent libre, là, on se sent mieux. Moi, personnellement, écrire ces bouquins, à chaque fois, ça m'a permis de me reposer et de me dire, OK, on en est là, j'en suis là. C'est aussi un chemin que je fais moi. Et je serais ravie que ça aide aussi des enfants à faire leur petit chemin à leur manière, mais en ayant des bases qui les aident à penser par eux-mêmes et à se dire, ah oui, d'accord, non, moi j'ai envie de penser ça plutôt que ça. Le livre sur les animaux, je ne dis pas il ne faut pas manger d'animaux. Je ne suis même pas végétarienne moi-même. Donc non, je ne vais pas dire non. Je pourrais juste m'étonner, tiens, c'est bizarre, on dit qu'on aime les animaux, mais il y a des choses qui sont... On les respecte peut-être pas tant que ça. En tout cas, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui se disent c'est normal que ça se passe comme ça. Puis il y en a d'autres qui disent non, c'est pas normal. Ok, à toi de voir ce que tu as envie de penser. Moi, je dis juste voilà ce qui se passe. Un peu comme une journaliste. Tu as un petit côté neutre. Mais en même temps, vous êtes journaliste et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez cette tentation, évidemment. Oui. Et on va retrouver une autre journaliste en cuisine, puisque notre émission s'appelle Émulsion, je vous le rappelle. Et donc, cette journaliste s'appelle Emma Strack. Elle est journaliste et chroniqueuse au magazine de la santé. Mes 3 ingrédients pour faire un bon livre, c'est de regarder et de questionner le monde, de me documenter beaucoup, et ensuite de ne sélectionner que ce que je trouve le meilleur.
Alors moi, je travaille comme une journaliste. D'ailleurs, je suis journaliste quand je n'écris pas de livres. Et j'ai l'impression que ce métier, ou en tout cas ma pratique, ça consiste à avoir l'esprit ouvert et à chercher à s'informer de plein de façons. Alors ça peut être écouter la radio, lire les journaux, écouter des podcasts, lire des livres, regarder ce qui se passe sur Internet. C'est pour ça que j'ai dit que mon premier ingrédient, c'était de regarder et de questionner le monde. Et ce livre-là, que j'ai écrit avec un ami illustrateur, Guillaume Plantevin, il est né autour de la table du petit déjeuner. On avait un paquet de céréales sur la table, un paquet de céréales au miel, et l'animal qui était dessiné à côté, il avait toutes les caractéristiques de la guêpe, et ça nous a beaucoup agacés. Donc on a commencé à explorer les différences qu'il y avait entre guêpes et abeilles, et puis après, pendant la journée, on est parti en randonnée, et on s'est dit, mais oui, mais c'est pareil, est-ce que la chouette, c'est la femelle du hibou, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. Donc quand je suis dans un processus et que je suis en train d'écrire un livre, ou en tout cas d'y réfléchir, je me balade toujours avec mon petit carnet et mon petit crayon, parce que j'ai l'impression de devenir un aimant ou une éponge, et que toutes les choses me rappellent un peu à ce que je suis en train d'explorer. Donc généralement, je sors jamais sans mon petit carnet ou sans mon téléphone portable pour prendre des notes. Ma façon à moi de travailler, c'est de me dire qu'on ne peut jamais aborder un sujet complètement à 100%. Donc je vais proposer des éléments. Ça va être d'ailleurs un travail toujours fait avec un illustrateur. Ça va être des illustrations, ça va être un chiffre, ça va être un témoignage, une citation, un élément. Et en fait, à force de les mettre les uns avec les autres, le lecteur va pouvoir picorer des éléments et devenir lui-même acteur finalement. Voilà ce que dit Emma Strack. Vous êtes d'accord? Vous aussi, vous vous inspirez beaucoup de votre quotidien comme ça? Ça vous est arrivé d'avoir tout à coup de vous dire, ah, mais tiens, ça ferait l'objet d'un livre? Oui, moi j'avoue que je me rappelle qu'au moment où on a commencé à parler beaucoup des algorithmes, on entendait toujours dire c'est les algorithmes, c'est les algorithmes. Et il y a un moment, je me suis dit, ok, je vois ce que sont les stats, les statistiques, mais les algorithmes, je ne vois pas, et j'ai eu envie d'aller chercher, mais c'est quoi cette histoire d'algorithme? Qu'est-ce que c'est un algorithme? Est-ce que c'est juste une opération mathématique? À quoi il correspond? Et voilà. C'est parti de là. Et ce livre a eu un prix d'ailleurs. Oui, il a eu le prix Robert Val 2019, effectivement. Donc j'explique ma vie sous algorithme parce que aujourd'hui, beaucoup de nos actions quotidiennes se font avec le smartphone, avec des automatismes qui sont programmés avec des ordinateurs derrière et des algorithmes. Et donc, oui, aujourd'hui, on est quand même pas mal téléguidé par des algorithmes qu'on n'a pas écrits nous-mêmes. Donc, c'est quoi? Quels sont ces algorithmes? Pourquoi ils travaillent comme ça, dans le fond? Ils travaillent à notre place en même temps. Hein. On est bien content des fois. Et vous, Jessie Magana, ça vous est arrivé comme ça, dans le quotidien, de vous dire, mais ça, ce serait une bonne idée de départ pour un documentaire? Tout le temps, parce que moi je travaille sur des sujets qui sont des sujets de société, donc dès que je vois un enfant qui se fait embêter, dès que je vois quelqu'un qui est dans la rue en train de demander de l'argent, dès que je vois, je sais pas, des problèmes de pollution, des masques qui traînent partout dans la rue, enfin voilà, tout est prétexte en fait, des sujets et il y a aussi beaucoup, je trouve, la rencontre. On l'a pas beaucoup dit, peut-être aussi, quand on écrit des livres, en fait, on n'est pas tout seul. Et finalement, elle le dit aussi d'ailleurs dans le reportage. Souvent, c'est par la discussion. Voilà, on voit Isabelle autour d'une allée au salon de Montreuil, et puis on lui dit tiens, j'ai pensé à ça. et oui, et on commence à réagir et à s'interroger, à se dire bah oui tiens, et on pourrait demander à tel illustrateur, on pourrait réfléchir ensemble. Ce livre-là, cet atlas et le précédent qui s'appelle Comment va le monde, on l'a écrit à 4. Et celui-ci, on l'a écrit à 4, plus un historien qui a relu, parce qu'on voulait vraiment s'assurer qu'il n'y avait pas de bêtises dans le livre. Et en fait, ce travail collectif, en fait, on imagine toujours les écrivaines ou les illustrateurs, les illustratrices comme des solitaires, mais en fait, non. On a besoin du collectif, et c'est surtout dans ces livres-là, en fait, par rapport à un roman où on est beaucoup plus dans l'introspection. Voilà, moi, je fais les deux, donc je vois bien la différence, en fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les documentaires, c'est qu'on est dans le collectif, et donc il y a une émulsion qui se fait. On parle d'émulsion, on est dans l'émission émulsion. Il y a une émulsion qui se fait, en fait, avec tous ces ingrédients et toutes ces personnes qui participent au livre. Ouais. Et alors justement, vous aussi, vous avez un grand rôle à jouer dans la validation de tous ces documentaires, parce qu'il faut une certaine validation scientifique. Enfin, comme on s'adresse aux jeunes, et
Oui, alors pour certains sujets, effectivement, on fait appel à des spécialistes. Après, moi, je compte beaucoup aussi, enfin, je travaille avec des gens en qui j'ai confiance. Et je sais, par exemple, Florence qui vient de me remettre un texte sur la sauvegarde des animaux, par exemple. Elle a travaillé avec tout un tas de scientifiques à qui elle a fait relire et qui sont... voilà, effectivement, nous, on doit s'assurer que parce qu'on n'a pas... voilà, je sais pas, pic de la Mirandole, on n'a pas... on n'a pas la science infuse, on n'est pas, la connaissance on n'a pas les sur capacités sur tous les sujets sur lesquels on travaille. Donc effectivement, oui, il y a souvent une nécessité de cette validation, oui, bien sûr. Alors on va bientôt se quitter, mais je voulais quand même que vous nous parliez de cette revue Dong, qui est peut-être en fait une revue complètement de documentaire. Alors c'est une revue de reportage, plus exactement, avec Raphaël Bott, qui est aussi journaliste, qui m'a proposé ce projet parce qu'elle avait envie de montrer aux enfants, aux adolescents de l'âge du collège, grosso modo entre 10 et 15 ans, toutes les formes de journalisme qui existent. Donc on a fait cette revue pour parler du reportage, parce que ça c'est vraiment un peu le cœur de la revue. Pour dire que le journalisme c'est aussi un entretien, ça peut être aussi un portrait, ça peut être plein de choses. Il y a plein de formes de journalisme. Et puis c'est aussi une manière d'interroger le monde comme on le fait dans les livres documentaires. Donc ça résonne vraiment avec le travail qu'on fait en documentaire. Sauf que là c'est vraiment sur des sujets très actuels on travaille plutôt sur des sujets de longue durée plutôt que sur l'actualité immédiate, parce qu'on est trimestriel, donc ça donne effectivement une nécessité de mise à distance par rapport au reportage. Mais c'était aussi effectivement, c'est la même démarche que pour les documentaires, c'est vraiment comme disait Florence, faire s'interroger. Donner à voir des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément eu l'idée auxquelles on n'aurait pas forcément eu l'idée de s'intéresser. Voilà. En tout cas, ça pourrait être une bonne idée de cadeau, parce que Noël approche pour les grands ados. On peut tout à fait abonner. Il y a une offre spéciale en ce moment, donc il faut pas hésiter. Puis il y a aussi vos livres, évidemment, Jessie Magana et Florence Pinault. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission d'Émulsion. Merci beaucoup aussi à Gaspard pour sa jolie question et à Emma Strack d'avoir participé et nous avoir donné sa bonne recette. Voilà. Et puis, écoutez, en attendant, le programme se poursuit sur la télé du salon et vous pouvez nous retrouver en replay sur slpj.fr et on vous dit à demain. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.